Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au chapitre 2 du cours Éthique, sciences, histoire et société. Alors, dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux obstacles à la connaissance. Donc je vais essayer de vous expliquer que nous ne sommes pas naturellement équipés pour produire des connaissances scientifiques, parce que nous sommes affectés par de très nombreux biais. Donc nous avons besoin de méthodes pour y parvenir, la philosophie et la science. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que la connaissance scientifique se construit souvent contre le bon sens et le sens commun. Je vais essayer de vous donner quelques exemples simples. Donc si nous nous fions à nos sens, il est relativement évident que la Terre est plate. Or, nous savons aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas. Toujours si nous nous fions à nos sens, si nous regardons le trajet du Soleil dans le ciel, il est assez évident que le Soleil tourne autour de la Terre. Nous savons aujourd'hui aussi que ce n'est pas le cas. Ce sont les planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil. Alors, si on s'intéresse à l'âge de la Terre, il y a différentes approches. L'approche classique, basée sur la religion, a été de calculer l'âge de la Terre sur base de l'âge des patriarches de la Bible. Alors, il y a plusieurs manières de faire le calcul. J'ai mis quelques copier-coller de tableaux effectuant ce calcul, mais globalement, la plupart de ces calculs aboutissent à un âge de 6 à 8 000 ans. Oui, je vous fais remarquer ici pour l'anecdote que la plupart des patriarches de la Bible vivaient plusieurs centaines, voire près d'un millier d'années. Mais toujours est-il que si on s'en tient à ce calcul, la Terre n'aurait que 6 à 8 000 ans. En fait, on sait aujourd'hui par une approche scientifique qu'il n'en est rien. L'âge de la Terre serait d'approximativement 4,54 milliards d'années, sur base d'une datation à l'uranium-plomb de la météorite Canyon Diablo. Alors si on se pose la question de quoi est constitué l'univers, la réponse classique de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, ça a été de 4 à 5 éléments. Donc dans l'Antiquité grecque, on estimait qu'il y avait la terre, l'eau, le feu, l'air. On parlait également de l'éther. Dans l'hindouisme, on parlait également de terre, eau, feu, air et d'éther ou de vide. Dans le bouddhisme tibétain, de terre, eau, feu, air et d'espace. Et dans les religions africaines, de terre, eau, de feu, d'air et de vide. Et le feu serait la conséquence de l'existence d'un élément flamme, présent au sein des corps combustibles. Alors de nouveau, c'est très différent de la réalité. Chimie physique nous dit qu'il y a 118 éléments chimiques connus, et le feu n'est pas un élément, c'est une réaction chimique. La chaleur est une agitation des molécules. Alors, si nous nous interrogeons sur la manière dont nous, en tant qu'humains, nous sommes apparus, la réponse des religions, par exemple dans la Bible, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Donc je cite, Bible, Genèse chapitre 2, 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint un être vivant. 22. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. Même principe dans le Coran, sourate Sad, verset 71, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile. Et concernant la création de la femme dans les recueils de hadith, alors Allah prit une de ses côtes et a fait croître des créatures vivantes à partir d'elle, il les a fait habituer les uns aux autres, il leur a insufflé l'amour dans les cœurs, et ils ont commencé à vivre en tant que mari et femme. Alors, je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais cette histoire de l'apparition de l'humain, de l'homme, de la femme, n'est évidemment absolument pas l'histoire que raconte la science. Et comme dernier exemple, si on s'intéresse par exemple aux phénomènes dans le monde physique, par exemple au mouvement d'un objet, le point de vue, je dirais, intuitif d'Aristote était que le mouvement d'un objet ne s'explique que par l'effet d'une force.
De nouveau, ça n'est pas le cas. L'approche raisonnée empiriste de Newton mène à considérer que tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Donc, force est de constater, sur base de ces quelques exemples, que à chaque fois que nous nous sommes interrogés sur notre origine, sur la composition de l'univers, sur une base intuitive, sur une base de bon sens, nous avons abouti à des réponses qui ne sont pas valables, qui ne sont pas validées par l'approche scientifique. Alors pourquoi cette incapacité à trouver des réponses vraies à nos questions? La principale réponse, c'est que nous souffrons de biais cognitifs. Alors il y en a de nombreux, je vais ici juste essayer de vous en donner quelques exemples de nouveau. Donc il y a tout d'abord les biais de perception. Nous voyons des choses qui ne sont pas là. Donc si vous êtes correctement câblé, je dirais, si vous regardez la figure ci-dessous, vous devez avoir une impression de mouvement. Vous devez avoir l'impression que les différents cercles bougent les uns par rapport aux autres. En fait, il n'en est rien. C'est une illusion de mouvement. Nous voyons des choses qui ne sont pas là. Alors nous voyons également des différences qui ne sont pas là. Un bon exemple, c'est l'échiquier d'Adelson. Donc sur cet échiquier, en principe, de nouveau si vous êtes bien câblé, vous allez avoir l'impression que la dalle A et la dalle B sont différentes. La dalle A serait plus sombre que la dalle B. En fait, si on élimine le contexte, qu'on gomme l'entièreté de l'échiquier, qu'on ne laisse que les dalles A et les dalles B, il apparaît qu'en fait ces dalles A et B ont exactement la même couleur. Donc nous voyons des différences qui n'existent pas. Notre esprit construit ces différences à partir d'un contexte. Alors ce principe de biais, le fait de souffrir d'altérations dans nos sens, dans notre capacité de jugement, dans notre capacité d'évaluation, ça n'est pas une découverte récente. Donc si on prend par exemple Francis Bacon, un très important philosophe anglais, on verra qu'il était un des chefs de file de l'approche empiriste. Francis Bacon avait, dès le XVIIe siècle, identifié la présence de ce qu'il appelait des idoles, qui peuvent être considérés comme des ancêtres du concept de biais. Donc il avait identifié les biais communs à l'humanité en général, les biais propres à chaque individu en particulier, les biais contenus dans le langage ordinaire, les biais hérités des dogmes déjà existants, comme par exemple la religion, la philosophie antique, etc. Alors aujourd'hui, la psychologie moderne nous apprend qu'il existe en fait plusieurs centaines de biais de jugement et de raisonnement. Donc je vous en cite juste quelques-uns ici à titre d'exemple. Donc dans les biais de jugement, vous avez par exemple le biais d'ancrage, qui va pousser à se fier à l'information reçue en premier dans une prise de décision. Vous avez les biais de confirmation, donc la tendance à valider ses opinions auprès des instances qui les confirment, et à rejeter d'emblée les instances qui les réfutent. Vous avez également des biais de raisonnement, par exemple le biais de confirmation d'hypothèse, qui va viser à préférer les éléments qui confirment plutôt que ceux qui infirment une hypothèse. Vous avez le biais de perception sélective, donc ça c'est le fait d'interpréter de manière sélective des informations en fonction de sa propre expérience. Et vous avez également les biais de disponibilité, ne pas chercher d'autres informations que celles immédiatement disponibles. Alors on a beaucoup parlé ces dernières années dans la presse de l'effet Dunning-Kruger, c'est ce qu'on appelle l'effet de surconfiance. Donc c'est un mécanisme cognitif par lequel les personnes, souvent les moins qualifiées d'un groupe, tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Et donc c'est cet effet qui mènerait notamment à ce qu'on appelle l'ultra-crépidarisme, c'est-à-dire le fait de donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Alors je vais développer ici, brièvement, un type de biais qui est particulièrement important
en ce qu'il joue beaucoup dans la désinformation, ce qu'on appelle les biais culturels. Donc ça, c'est lié à ce qu'on appelle la thèse de la cognition culturelle, qui a été mise par Kahn. Donc c'est l'idée que les croyances sont conditionnées par l'identité de groupe, et donc par la culture. Donc la cognition culturelle, ça fait référence à la tendance des individus à adapter leurs perceptions et leurs croyances factuelles à leurs évaluations morales, qui dérivent de la religion, de l'idéologie politique et ainsi de suite. Donc les individus approuvent la position ou la théorie qui renforce leur lien avec les autres membres de leur communauté. Donc c'est un biais qui est très très important et assez sélectif. Donc par exemple, aux États-Unis, le positionnement politique, il y a deux grands partis aux États-Unis, le Parti libéral et le Parti conservateur républicain, eh bien le positionnement politique va affecter la croyance dans les théories du complot. Et donc sur ce graphique, ici à droite, vous pouvez voir différentes théories du complot, et vous pouvez voir qu'en fait, il y a un effet de croyance plus importante pour certains types de théories du complot si vous êtes un libéral, et à l'inverse pour d'autres théories du complot si vous êtes un conservateur. Par exemple, les conservateurs vont avoir tendance à croire beaucoup plus que les autres que par exemple Bill Gates a causé le Covid. Par contre, les libéraux vont avoir beaucoup plus tendance à croire que Trump est un agent russe. Et vous remarquerez que toute une série de théories du complot sont par contre considérées de manière égale par les libéraux et par les conservateurs, donc en gros ce sont des théories neutres par rapport au positionnement politique. Par exemple, l'idée que les téléphones portables causent le cancer, c'est une théorie auquel adhèrent autant les libéraux que les conservateurs. Donc ce que ce graphique montre, c'est que l'appartenance à un parti politique va biaiser en partie notre capacité à évaluer toute une série de théories et de croyances. Et évidemment, c'est vrai également pour la religion. Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique de s'aligner sur ce que croient les religions ou les partis politiques, ou même l'opinion publique? Eh bien, c'est problématique parce que le consensus scientifique, en fait, il est très souvent différent de l'opinion publique. Donc, je vais prendre deux exemples. Le premier, ce sera la théorie de l'évolution. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que la théorie de l'évolution, c'est le socle conceptuel de la biologie moderne, et que plus de 98% des scientifiques membres de l'Association américaine pour le progrès des sciences, une des plus grandes associations scientifiques aux États-Unis, sont convaincus que l'humain est bien le fruit d'une évolution. Donc, pour les scientifiques, à 98%, il est évident que c'est bien la théorie de l'évolution qui explique l'apparition de l'humain. Alors par contre, si on étudie l'adhésion à cette théorie dans le public, dans différents pays, cette étude par exemple ici va comparer l'adhésion à la théorie de l'évolution dans toute une série de pays, on voit qu'en fait certains pays ont un niveau d'adhésion, la population de certains pays a un niveau d'adhésion à la théorie de l'évolution qui est très élevé. Par exemple, pour la Suède, on dépasse les 80%, pour la Belgique, on est à peu près à 75%, et pour les USA, par exemple, on tombe à peu près 40%. Et si on va dans le détail aux USA, en fait, c'est plutôt 13% d'acceptation. Parce qu'en fait, aux USA, vous avez différentes théories de l'évolution. La théorie de l'évolution scientifique classique, je dirais, mais vous avez également une pseudo-théorie de l'évolution, pseudo-scientifique, ce qu'on appelle le dessin intelligent, intelligent design, qui est une théorie de l'évolution, mais qui mêle religion et pseudoscience. Et en fait, une bonne partie de la population américaine croit à cette théorie du dessin intelligent. Donc on n'a que 13% en fait aux États-Unis d'individus qui vont croire que l'humain a véritablement été développé par un processus évolutif qui a duré des millions d'années, sans qu'un dieu ait pris part à ce processus.
alors qu'on monte à 30% d'individus qui vont croire à une évolution de l'humain, mais une évolution dirigée par Dieu. Alors si on s'intéresse au monde musulman, par exemple la population du Kazakhstan, de la Turquie, de l'Indonésie, du Pakistan, de l'Égypte et ainsi de suite, on voit qu'en fait là le taux d'acceptation est encore plus bas. On est entre 10 et 20% de taux d'acceptation. Donc il y a bien une énorme différence de perception entre les scientifiques qui vont estimer à 98% que la théorie de l'évolution explique bien l'apparition de l'humain, et la population des différents pays européens où ce taux d'acceptation tourne autour des 70%, et des USA ou du monde musulman où le taux d'acceptation est en fait entre 10 et 20%. Alors deuxième exemple, la réalité du changement climatique et son origine anthropique, donc le fait que le changement climatique soit le résultat des activités humaines, eh bien ça actuellement c'est accepté par près de 100% de la littérature scientifique. Donc ici vous avez le lien pour plusieurs évaluations de ce consensus. Donc c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc une première étude ici montre que sur 928 articles publiés entre 1993 et 2003, on avait 100% de consensus. Sur 11 944 articles publiés entre 1991 et 2011, on avait 97,1% de consensus. Et sur 11 602 articles publiés en 2019, on a 100% de consensus. Donc on a un consensus de pratiquement 100% de nouveau dans la communauté scientifique en tant que telle. Alors évidemment, au niveau du public, c'est pas du tout la même chose. Donc si on prend par exemple un sondage publié en 2019 portant sur 30 000 individus de 28 pays, ce sondage montre que seuls 48% des Français estiment que le climat change et que ce changement est d'origine humaine. Et si on prend un sondage plus récent publié en 2023, on arrive au chiffre de 37% des Français qui se classent parmi les climato-sceptiques. Donc de nouveau, une énorme différence entre ce que croit le public, la population, et le consensus scientifique. Donc, en conclusion, nous fier au bon sens populaire, à nos sens ou à notre faculté de jugement, ça nous condamne malheureusement à rester dans l'ignorance. Nous avons besoin de méthodes pour accéder à la connaissance de la réalité. Et donc, ceci m'amène à introduire philosophie et science. Le philosophe grec Thalès de Milet est considéré comme le père de la philosophie. Donc il sera un des premiers à avoir proposé des explications rationnelles et naturalistes aux phénomènes du monde, plutôt que de les attribuer à des causes mythologiques ou surnaturelles. Donc il a eu des contributions significatives en mathématiques, en astronomie, en physique. Il est le fondateur d'une école, l'école milésienne, et il aurait étudié avec des prêtres égyptiens et bénéficié de leurs connaissances en mathématiques, en astronomie et en ingénierie. Alors, que veulent dire les termes philosophie et science, du moins au point de vue étymologique? Donc, philosophie vient du grec philo, aimer, et sophia, la sagesse, et ce serait l'art de vivre selon le bien. La science vient du latin scienza, qui signifie connaissance. Alors, dans l'Antiquité, philosophie et science, donc philosophie et connaissance, étaient profondément interconnectés. Donc l'idée était que le raisonnement permettait de produire des connaissances, ces connaissances menaient à la sagesse et permettaient de vivre selon le bien, ce qui était l'objectif de la philosophie, du moins dans sa forme antique. Alors le champ d'étude de la philosophie antique était extrêmement large. Donc pour Aristote, la philosophie englobait tous les domaines de la connaissance, c'est-à-dire la métaphysique, c'est-à-dire la recherche des causes premières, la nature de la réalité, de l'être, l'origine de l'univers, donc la réponse à toutes les grandes questions. Il existait également la philosophie dite naturelle, ce qui correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui la physique et la biologie, et il existait une philosophie morale,
qui s'intéressaient à l'éthique et à la politique. Alors la méthode de la philosophie, celle-ci cherche à établir des connaissances, à atteindre une vérité, un peu par l'observation, mais surtout par un raisonnement rationnel. Donc, il existait des philosophes qui pratiquaient l'observation, mais la plupart des philosophes dans l'Antiquité et plus tard procédaient principalement en usant d'un raisonnement rationnel. Alors j'ai utilisé le terme de vérité, bon, ça vaut la peine de s'y attarder un peu. Donc si on prend l'avis du philosophe Platon, une proposition vraie dit ce qui est, tandis qu'une proposition fausse dit ce qui n'est pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la correspondance. Donc c'est la vérité, ce serait la correspondance entre un énoncé et un fait. Par exemple, il pleut, c'est l'énoncé, est vrai si et seulement si, en réalité, il pleut. Alors, ça peut paraître banal et évident, mais on verra dans la suite du cours que ça ne l'est pas. Et si vous consultez par exemple des données de sondage faisant état de la question chez les philosophes, vous verrez que seulement 50,8% des philosophes adhèrent à cette conception que la vérité, ce serait une correspondance entre un énoncé et un fait. Mais on reviendra là-dessus. Alors dans la philosophie, comme je l'ai dit, c'est le raisonnement qui permet de faire la distinction entre les simples croyances et les connaissances, et donc qui va permettre de justifier si un énoncé est vrai. Et donc ça, c'est déjà une démarche de rupture majeure, parce que c'est une rupture avec les dogmes, les préjugés, les normes, les opinions, les croyances. On essaye, via le raisonnement, de distinguer croyances et connaissances. Alors si la pratique de la philosophie remonte à l'Antiquité, quand on parle de pratique scientifique moderne, elle est en fait beaucoup plus récente. Donc on parle de révolution scientifique, et ça remonte à une période assez récente, XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'est une période où la connaissance ne va plus être fondée sur l'autorité, donc sur l'avis de grands chercheurs de renom, mais sur un ensemble de méthodes, qui elles vont faire appel à l'observation et à l'expérimentation. Donc ça c'est déjà une grande différence avec la philosophie. La philosophie est principalement basée sur le raisonnement. La science moderne va être basée en grande partie sur l'observation et l'expérimentation. Elle va aussi se caractériser par le développement d'instruments de mesure, ce qu'on appelle souvent des dispositifs, qui vont permettre des observations plus précises. Et surtout, on va avoir l'émergence, durant cette révolution scientifique, d'une communauté scientifique. Et donc au sein de cette communauté, les gens vont partager des découvertes, vont collaborer, vont se critiquer les uns les autres. Et de ces communautés scientifiques va naître les grandes institutions scientifiques, comme par exemple les universités ou les académies. Alors on estime que la rupture entre philosophie et science s'est effectuée principalement au XIXe siècle. J'en parlerai beaucoup, mais en très résumé, au XVIIe, XVIIIe siècle, la science, ça désignait encore un ensemble de connaissances, des connaissances dites certaines, produites par la philosophie naturelle. Donc on verra que par exemple, ça c'est la vision de Descartes. La science, ce sont des connaissances certaines. À partir du XIXe siècle, par contre, la science, ça va devenir une pratique qui va se singulariser par un ensemble de méthodes. Donc l'observation, l'expérimentation. Et surtout, à la différence du XVIIe, XVIIIe siècle, les connaissances ne vont plus être considérées comme certaines. Donc, en résumé de ce chapitre, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas outillés pour produire de manière naturelle, spontanée, des connaissances vraies. Nous avons besoin de méthodes pour y parvenir. Deux grandes méthodes sont apparues au cours des siècles.
dans l'Antiquité la philosophie et plus récemment la science moderne qui se distingue par sa pratique. Donc dans le chapitre suivant, je vais développer la manière dont la connaissance est perçue par les différents courants de pensée, à la fois les courants philosophiques et les courants qui ont donné naissance à la science moderne.